Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Fanta, qui est quand même devenue une icône mondiale, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, encore une fois, Coca est déjà une entreprise florissante, mais avec l'entrée en guerre des États-Unis, évidemment, quand tout est coupé, il faut créer cette fameuse boisson. Et l'Allemagne nazie est engagée donc là dans une guerre totale dès 1941. Les matières premières sont rationnées, l'industrie allemande est mobilisée pour soutenir l'effort de guerre. C'est dans ce contexte que les usines de Coca-Cola, même si elles sont prospères, se retrouvent face à une impasse. Elles n'ont plus accès au sirop original qui vient des États-Unis. Et donc, Max Kiss va refuser de fermer les portes de Coca-Cola GmbH, comme on dit. Et lui, c'est un homme pragmatique. Et donc, c'est pour ça qu'il va décider de contourner le problème. Son objectif, c'est de maintenir les usines en activité, de préserver des emplois et surtout de garder une présence sur le marché allemand. Et donc, c'est pour ça qu'il va créer une boisson totalement nouvelle à partir des ingrédients disponibles localement. Les ressources étant limitées, il fait preuve d'ingéniosité. Il utilise donc les résidus de la production alimentaire, des pulpes de pommes qui sont issues de la fabrication du cidre, du lactosérum, c'est un sous-produit du lait, et des arômes pour masquer le goût brut des ingrédients. La boisson est gazeuse. Elle est légèrement sucrée, évidemment, et elle présente une couleur jaune pâle. Elle est très différente de Coca-Cola, mais elle remplit parfaitement sa mission, c'est-à-dire fournir un produit abordable, fabriqué localement pour le marché allemand. Et Kiss décide de nommer cette boisson Fanta, un diminutif de Fantasy en allemand, qui suggère créativité et imagination. Malgré ses origines très modestes, c'est que Fanta va devenir rapidement populaire en Allemagne. Elle est vendue, cette boisson, comme une boisson familiale, adaptée aux besoins des ménages en temps de guerre. Les publicités, même si elles sont rares, évidemment, en raison des restrictions, mettent en avant son caractère rafraîchissant et son adaptabilité. Certains utilisent même Fanta comme ingrédient de cuisine pour sucrer des plats ou des desserts, faute de sucre disponible là encore. Donc en l'absence de Coca, Fanta finalement va triompher, on peut le dire. Mais là aussi, cette réussite soulève des questions. Max Kiss, pour maintenir sa société, collabore quand même avec les autorités nazies. Et même si son objectif principal, c'est de préserver l'entreprise, il assiste quand même, comme je le disais tout à l'heure, à des événements affiliés au parti nazi. Il s'assure que ces usines respectent les politiques économiques du régime. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il n'y aura pas de juifs dans les entreprises, etc., dans les usines. Donc cette proximité, même si elle est pragmatique, reste quand même une zone d'ombre, là encore, dans l'histoire de Coca-Cola et de Fanta. Et quand la guerre se termine en 1945, Max Kiss remet immédiatement le contrôle de Coca-Cola GmbH aux dirigeants américains et il est salué pour avoir préservé l'entreprise pendant la guerre. Mais Fanta est rapidement mis de côté. Coca-Cola veut concentrer ses efforts sur son produit phare, qui doit faire un retour en force sur le marché allemand. Malgré tout, Fanta n'est pas oublié. Dans les années 50, alors que Coca-Cola cherche à diversifier son portefeuille de produits, Fanta est relancée à l'international. Et cette fois, elle est repositionnée comme une boisson fruitée, adaptée aux goûts locaux dans différents pays. Elle devient rapidement populaire en Europe et en Amérique latine. Donc ce qui avait commencé comme une solution de survie, un ersatz comme on dit aussi, à l'époque en temps de guerre, ça va devenir l'une des marques les plus prospères de Coca-Cola. Aujourd'hui, Fanta est vendue dans plus de 190 pays, il faut le savoir, avec des dizaines de saveurs différentes adaptées aux goûts locaux. Mais ses origines sont enracinées quand même dans une période troublée qui, là encore, peuvent poser question. La question, là aussi, c'est la même. Jusqu'où on peut s'adapter aux circonstances sans compromettre ses valeurs, etc. Vous avez 3 heures, si vous voulez. Quand Coca-Cola s'est lancée dans sa conquête mondiale, là encore, l'entreprise a dû s'adapter à des environnements, on vient de le voir, très différents. Des démocraties prospères, des économies en développement et parfois des régimes autoritaires, voire pire, totalitaires. Dans certains cas, son implantation dans ces régimes a soulevé quand même pas mal de questions sur les limites du pragmatisme commercial. Entre collaboration implicite, décisions controversées, Coca-Cola a dû naviguer dans des eaux troubles, laissant derrière elle des zones d'ombre qui continuent de susciter quand même le débat.
L'un des plus célèbres, je viens de vous le dire, hein, c'est Max Kies, évidemment, avec l'histoire allemande. Mais on va passer aussi à l'Amérique latine. Il ne faut pas l'oublier, une région où Coca-Cola a joué un rôle clé, hein, je vous le disais dès le départ, dans son développement économique et industriel, mais où ses actions ont également été entachées par des alliances controversées avec des régimes autoritaires. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.